Le général Marcus Williams, un vétéran afro-américain âgé de 48 ans, admiré pour son service exceptionnel au sein de l'armée américaine, se rend dans une paisible petite ville pour assister à une cérémonie commémorative. Mais cette cérémonie n'est pas comme les autres. Elle est organisée pour honorer les héros de guerre, dont plusieurs camarades de Marcus tombés au champ d'honneur. Pour le général, cet événement revêt une importance personnelle profonde. Il porte en lui un sentiment de devoir envers ses hommes et femmes, ses frères et sœurs d'armes. C'est en leur mémoire qu'il a poursuivi son ascension dans l'armée, gravissant chaque échelon avec la conviction que les médailles et honneurs qu'il reçoit représentent bien plus qu'un accomplissement personnel. Ils symbolisent une génération entière de soldats oubliés. Dans son uniforme, parfaitement ajusté et irréprochable, chaque pli semble raconter une histoire. Cet habit porte les marques silencieuses de multiples campagnes militaires menées à travers le globe. Suspendues à sa poitrine, des médailles chargées d'histoire, la prestigieuse médaille d'honneur pour sa bravoure en Afghanistan, l'étoile d'argent reçue pour avoir mené une mission de sauvetage héroïque en Irak, et la Purple Heart, récompensant les blessures endurées sous un feu nourri en défendant ses camarades. Ces décorations ne sont pas de simples symboles, elles incarnent son courage, son sacrifice et sa fidélité à ceux qu'il a juré de protéger. À l'aube de ses 48 ans, son visage est marqué par les années, témoignant des épreuves affrontées. Pourtant, ses yeux, d'un brun profond, conservent une lueur vive, témoin de la détermination qui l'a toujours guidé. Ce jour-là, alors qu'il se rend à la cérémonie, Marcus ne recherche ni la gloire, ni les éloges. Pour lui, cette journée est un rappel solennel. Rendre hommage à ceux qui ont payé le prix ultime pour la liberté et rappeler aux vivants le poids de ces sacrifices. Malgré son grade prestigieux et la reconnaissance nationale dont il jouit, Marcus reste profondément humble. Il sait qu'au-delà de chaque médaille se cache une réalité souvent brutale, des récits de survie, des liens forgés dans l'adversité et parfois la perte irrémédiable de camarades. En approchant de cette petite ville, un endroit empreint de tranquillité, loin des champs de bataille, il ne peut s'empêcher d'être envahi par un mélange de nostalgie et de réflexion. Les souvenirs de ses débuts lui reviennent, les origines modestes, les obstacles rencontrés et la lutte constante pour faire sa place. En tant que jeune soldat noir, il a dû affronter les préjugés et discriminations qui existaient, même au sein de l'institution militaire. Mais grâce à son talent exceptionnel, à son éthique de travail inébranlable et à son sens du leadership, il s'est rapidement démarqué. Aujourd'hui, en tant que général, Marcus incarne la preuve vivante que la persévérance et le mérite peuvent triompher des stéréotypes, bien que le chemin pour y parvenir soit semé d'embûches et souvent douloureux. Alors que Marcus descend de son véhicule de fonction, une berline élégante ornée discrètement des insignes militaires, il attire immédiatement l'attention de l'agent Greg Thompson. Ce policier blanc, récemment affecté à cette petite communauté paisible, est dans la trentaine. Plein d'ambition, mais également de suffisance, Thompson est une figure controversée. Certains voient en lui une opportunité de modernisation des forces de l'ordre, tandis que d'autres perçoivent une personnalité impatiente, parfois brusque, et peu encline à comprendre les nuances de la vie locale. Depuis sa voiture de patrouille, Greg observe Marcus d'un œil critique. Dès le premier regard, ses soupçons se réveillent. Ce qu'il voit? Un homme noir au volant d'un véhicule de luxe. Et pour lui, cela suffit à éveiller un sentiment de méfiance qu'il ne cherche même pas à analyser. Il ne connaît rien de Marcus, ni son rang, ni ses sacrifices, ni le fait qu'il soit un héros national. Tout ce qu'il perçoit, c'est un étranger qu'il juge hors de sa place. Les préjugés et l'arrogance de Thompson prennent le dessus sur son jugement. Convaincu de sa légitimité, il décide d'intervenir. Il active ses gyrophares et s'approche du véhicule.
arborant un air sévère et déterminé. Autour de lui, les passants, intrigués par la scène inhabituelle, ralentissent leurs pas. Une tension palpable s'installe dans l'air, amplifiée par l'attitude de l'agent. Greg Thompson s'avance, une main reposant ostensiblement sur le manche de son arme, affichant une posture qui ne laisse aucun doute sur ses intentions. Il n'y a ni courtoisie, ni respect dans son approche. Son regard est froid, méfiant, presque accusateur. Ignorant volontairement tout signe qui pourrait indiquer l'identité de Marcus, il s'adresse à lui d'un ton sec, autoritaire. « Descendez du véhicule, monsieur », ordonne-t-il, son ton laissant peu de place à la discussion. Surpris par l'injonction soudaine, Marcus garde néanmoins son calme. Il a appris, au fil des années, à gérer ce genre de situation. Ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve face à ce type de comportement, où sa seule apparence suffit à provoquer des réactions hostiles. Mais cette fois-ci, il est dans son propre pays, vêtu d'un uniforme symbolisant son engagement pour défendre cette nation. Il veut croire, malgré tout, qu'il s'agit d'un simple malentendu. « Excusez-moi, officier, mais puis-je savoir pourquoi vous me demandez de sortir de ma voiture ?» répond-il d'une voix posée, empreinte de dignité. Cependant, l'uniforme impeccable et les décorations sur la poitrine de Marcus n'attirent pas l'attention de Thompson. Ses préjugés parlent pour lui. À ses yeux, la situation est évidente. Un homme noir conduisant un tel véhicule ne peut qu'être un imposteur. « Vous êtes suspecté d'avoir volé ce véhicule. Sortez immédiatement, ou je vais devoir vous en faire sortir par la force », insiste-t-il, sa voix devenant plus dure, presque menaçante. Face à cette situation, Marcus reste stoïque, mais une vague d'indignation silencieuse monte en lui. Il sait qu'il pourrait immédiatement clarifier les choses, exhiber ses papiers et dissiper le malentendu. Pourtant, une question le hante. Pourquoi, encore une fois, est-il jugé coupable au premier regard? Simplement à cause de la couleur de sa peau? Son calme légendaire, affûté au fil des années sur des terrains de guerre où la moindre erreur pouvait coûter des vies, reste intact. Mais au fond de lui, une frustration sourde, presque écrasante, commence à émerger. Malgré sa dignité et une maîtrise de soi infaillible, le général Marcus Williams, tentant une fois de plus d'expliquer posément la situation à l'agent Thompson, se heurte à un mur d'ignorance et de préjugés. Thompson, aveuglé par son arrogance et ses stéréotypes profondément ancrés, refuse d'écouter. À ses yeux, Marcus n'est qu'un inconnu de plus, un homme qu'il ne peut associer à l'image d'un véritable détenteur de ce statut prestigieux. Les paroles du général, soigneusement pesées et prononcées avec une patience remarquable, semblent s'évaporer dans le vide. « Officier, je suis le général Marcus Williams. Je suis ici pour participer à une cérémonie en l'honneur des soldats tombés au combat. Vous faites une erreur grave, dit-il d'un ton mesuré, tentant encore de faire appel à la raison de son interlocuteur. Chaque mot est chargé d'une patience nourrie par des décennies d'expériences similaires, mais aussi d'une profonde lassitude. Depuis des années, Marcus est habitué à ces regards méfiants, à ces jugements instantanés basés non pas sur ses actes ou ses valeurs, mais sur sa couleur de peau. Pourtant, même aujourd'hui, alors qu'il porte son uniforme impeccable et des médailles visibles témoignant de son sacrifice pour le pays, il fait face à une suspicion infondée. « Je me fiche de qui vous prétendez être », rétorque Thompson avec une froideur tranchante. Se rapprochant encore, il sort brusquement les menottes de sa ceinture, affichant une posture d'autorité excessive. « Je vous ai dit de sortir du véhicule. Vous êtes sous arrestation, ajoute-t-il, son ton dur et sans appel. Marcus sent alors une vague d'humiliation monter en lui, une sensation qu'il n'a que rarement connue, même sur les champs de bataille les plus hostiles. Malgré toutes les épreuves traversées, jamais il ne s'était senti aussi impuissant, surtout ici, sur le sol de son propre pays.
Il sait qu'il pourrait choisir de protester, d'insister, mais une partie de lui comprend tristement que toute résistance ne ferait qu'aggraver la situation. Avec une résignation calculée, Marcus lève lentement les mains, un geste de soumission qu'il n'aurait jamais imaginé devoir faire, vêtu de son uniforme. Thompson, confiant de tenir la situation en main, agit sans retenue. D'un geste brusque et dénué de considération, il passe les menottes autour des poignets de Marcus. Le cliquetis métallique résonne dans l'air, lourd de symbolisme, marquant un moment d'humiliation publique pour un homme qui a dédié sa vie à protéger son pays. Autour d'eux, les passants, auparavant distants, observent maintenant la scène avec une incrédulité croissante. Certains, reconnaissant l'uniforme et les décorations du général, commencent à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un simple citoyen. Pourtant, malgré l'évidence, très peu osent intervenir. Une tension oppressante s'installe dans la rue. Quelques murmures se font entendre parmi les spectateurs, partagés entre indignation et peur de s'immiscer dans une situation impliquant la police. Parmi eux, un vieil homme, visiblement bouleversé, s'avance timidement. Il prend une grande inspiration et interpelle l'agent Thompson, sa voix tremblante d'émotion. « Officier, vous faites erreur. Cet homme est un héros. Regardez ses médailles, lance-t-il avec insistance. Mais ses paroles, bien que poignantes, se perdent dans le tumulte environnant. Thompson, focalisé sur sa tâche, ne prête aucune attention à cette intervention. Marcus, les poignets désormais entravés, reste debout au milieu de la rue, entouré d'une petite foule de témoins silencieux. Son uniforme, symbole d'honneur et de dévouement, est temporairement éclipsé par l'injustice flagrante qu'il subit. Les passants, certains filmant la scène, d'autres fixant Marcus avec un mélange de choc et de respect, semblent figés dans une sorte d'impuissance collective. Peu à peu, une prise de conscience s'installe. Ce qu'ils observent n'est pas une simple erreur policière. C'est un miroir cruel, révélant un système où l'apparence prend trop souvent le pas sur les actions ou les accomplissements. Thompson, indifférent à cette réalité, poursuit ce qu'il perçoit comme son devoir. Pourtant, son comportement incarne une injustice criante. Alors qu'il s'apprête à conduire Marcus, humilié et menotté, au poste de police, un bruit distinctif de moteurs puissants retentit au loin. Ces véhicules, reconnaissables entre mille, appartiennent aux cortèges militaires utilisés lors des cérémonies officielles. En un instant, plusieurs voitures portant des drapeaux américains et des insignes militaires s'arrêtent brusquement à quelques mètres de la scène. Les portières s'ouvrent simultanément, laissant apparaître un groupe de soldats impeccablement vêtus. Leur posture, empreinte de solennité, contraste de manière frappante avec l'indignité de la situation vécue par Marcus. Parmi eux se tient le commandant Smith, un vétéran dans la cinquantaine, connu pour son sens du devoir et son respect envers ses camarades. Dès qu'il aperçoit Marcus, Smith passe de la surprise à une indignation visible. En quelques secondes, il évalue la scène devant lui. Son collègue et ami, un homme dont il connaît la droiture et le dévouement, est traité comme un vulgaire criminel, simplement à cause des préjugés d'un agent incapable de voir au-delà de la couleur de peau de Marcus. Sans attendre, Smith s'avance d'un pas décidé, suivi par les autres soldats, tous silencieux mais manifestement outrés. Leur arrivée change immédiatement l'atmosphère, imposant un poids d'autorité incontestable. Thompson, voyant ces figures imposantes, commence à perdre de son assurance. Sans perdre un instant, Smith avance d'un pas déterminé, sa silhouette imposante se frayant un chemin entre les rangs de soldats qui l'accompagnent. Son visage est dur, son regard perçant. L'air solennel qu'il dégage fait immédiatement vaciller la confiance de Thompson qui, toujours inconscient de l'identité des nouveaux arrivants, tente encore de maintenir une façade d'autorité. Mais la posture des soldats, l'intensité de leurs regards, brise peu à peu le masque de certitude de l'agent. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande le commandant Smith d'une voix ferme et autoritaire,
coupant net à toute tentative de justification de la part de Thompson. L'agent Thompson, déjà perturbé par cette intrusion imprévue, se fige un instant, cherchant des mots pour justifier son acte. Cet homme est sous arrestation. Il est suspecté d'avoir volé ce véhicule, finit-il par dire, sa voix moins assurée, trahissant une incertitude qu'il n'avait pas anticipée. Le commandant Smith, les yeux plongés dans ceux de Marcus, évalue rapidement la situation. La scène qu'il découvre le frappe de plein fouet. Cet homme, le général Marcus Williams, un de ses plus proches collègues et un héros national, est traité avec une telle indignité. En une fraction de seconde, une colère froide envahit le commandant. D'une voix glaciale, il s'adresse à Thompson, chaque mot pesant lourd de sens. « Vous venez d'arrêter le général Marcus Williams, l'invité d'honneur de la cérémonie que vous êtes censé protéger. Vous venez de commettre une erreur monumentale et je vous ordonne de le libérer immédiatement. » Autour de Smith, les soldats se tiennent droits, figés dans une discipline exemplaire. Leur silence et la gravité de leur présence laissent peu de place à la réplique. L'autorité naturelle de Smith et la justesse de ses paroles transforment instantanément la situation. Il devient évident pour les témoins que Thompson a agi par ignorance et discrimination, sans aucune compréhension des enjeux ni des conséquences. Blême, Thompson commence à percevoir l'ampleur de son erreur. Autour de lui, les murmures des passants se font de plus en plus insistants. Ils prennent peu à peu conscience que ce qu'ils ont observé n'est pas un simple malentendu, mais une injustice flagrante. Ceux qui avaient hésité à intervenir, pris par la peur ou la confusion, réalisent soudainement que Marcus n'est pas un inconnu. Il est un homme qui mérite respect et reconnaissance, non un suspect. Tremblant, Thompson cherche les clés des menottes, mais son arrogance initiale a disparu. Il s'approche de Marcus, évitant de croiser son regard, et d'un geste maladroit, il libère enfin ses poignets. Le silence qui s'installe dans la rue est lourd, chargé de honte et de réprobation. Une fois ses poignets libérés, Marcus se redresse lentement, sa dignité intacte malgré l'humiliation subie. Il ne prononce pas un mot. Son silence, empli de noblesse, résonne plus fort que n'importe quel discours. Le commandant Smith, approchant le général, lui tend la main dans un geste empli de respect et de reconnaissance. « Je suis vraiment désolé que cela soit arrivé, Marcus. Tu n'aurais jamais dû être traité ainsi, » murmure-t-il. Marcus incline la tête lentement, son regard tranquille, mais lourd de signification. « Ce n'est pas la première fois, Smith, mais j'espère que ce sera la dernière, » répond-il d'une voix calme, mais sans l'ombre d'un doute. Autour de lui, les soldats échangent des regards lourds de sens. Ils savent que des hommes comme Marcus, qui ont donné leur vie à leur pays, font face à une réalité injuste bien plus souvent qu'on ne le croit. Cette injustice n'a fait que renforcer leur respect et leur admiration pour lui. Tandis que l'agent Thompson, désormais discrédité, recule lentement, cherchant à se sortir de cette situation sans y enfoncer davantage la lame, la présence du commandant Smith et des autres officiers témoigne qu'il devra en assumer les conséquences. Les murmures des passants commencent à se transformer en applaudissements timides, d'abord hésitants, puis de plus en plus forts, signe que l'opinion publique se retourne. Ce qui avait commencé comme une scène d'arrestation injuste se transforme peu à peu en un acte de rédemption pour Marcus, un homme dont l'honneur et la dignité ont résisté à l'épreuve du racisme ordinaire. Libéré, Marcus tourne les talons, suivi de près par ses soldats, qui se préparent à rejoindre la cérémonie en son honneur. Mais l'ombre de cette humiliation, bien qu'atténuée par l'intervention de Smith, reste présente dans l'esprit de chacun. L'incident a mis en lumière la persistance des injustices, même contre les plus méritants. Mais la façon dont Marcus a fait face à cette épreuve, avec calme et dignité, a également montré qu'il était plus que prêt à continuer le combat, pour lui-même et pour les autres. Arrivé à l'entrée de la salle de cérémonie, Marcus est accueilli par un groupe de hauts gradés et de civils influents,
visiblement gêné par ce qui vient de se passer. Le contraste frappant entre l'élégance de l'événement et l'injustice qu'il a subie quelques minutes plus tôt est saisissant. Le murmure des conversations s'éteint au fur et à mesure qu'il entre. Tous les regards convergent vers lui, partagés entre respect, culpabilité et inconfort. Un colonel, responsable de l'organisation de la cérémonie, s'avance, son visage marqué par l'embarras et la honte. « Général Williams, nous vous devons des excuses. Ce qui s'est passé est inacceptable, dit-il, d'une voix grave mais respectueuse, évitant à peine de baisser le regard. Je vous assure que cela ne restera pas sans suite. Marcus le fixe un instant, son visage impassible, mais ses yeux trahissent une profonde réflexion. Il pourrait répondre avec colère, mais il sait que cela ne changerait rien. Ses mots sont mesurés, mais portent une vérité implacable. « Ce n'est pas une question d'excuse, colonel, » commence-t-il d'une voix calme mais ferme. « C'est une question de changement. Vous pouvez promettre que cela ne se reproduira plus, mais il est temps d'agir. Trop d'hommes et de femmes comme moi vivent encore cette réalité, et ces promesses ne se transforment pas en actions concrètes. Ces paroles résonnent puissamment, non seulement pour le colonel, mais pour tous ceux qui l'entourent. Ils comprennent que ce n'est pas un incident isolé, mais une réalité qui touche de nombreuses vies. Ce que Marcus a vécu ne peut plus être ignoré, et encore moins balayé sous le tapis des excuses. Le colonel hoche la tête, clairement ému par la sincérité et la profondeur de la déclaration de Marcus. « Vous avez raison, général, » répond-il finalement, sa voix empreinte d'humilité. Ce n'est pas suffisant de dire que cela ne se reproduira plus. Des mesures concrètes doivent être prises. Je m'assure personnellement que vos paroles ne seront pas oubliées. Un silence lourd mais significatif s'installe, tandis que Marcus incline légèrement la tête, son geste à la fois formel et réservé. Il sait que la bataille est loin d'être gagnée. Mais cette conversation, ce moment, ont planté une graine, et il espère que cette graine finira par porter ses fruits. Le général reprend sa marche vers l'intérieur de la salle de réception, entouré de ses soldats. Leur présence silencieuse, mais imposante, témoigne de la loyauté et du respect qu'ils lui portent. Pour eux, Marcus n'est pas seulement un supérieur, il est un modèle de dignité et de courage, un homme qui ne se laisse pas écraser par l'injustice, même lorsqu'elle frappe à sa porte. La salle de cérémonie, somptueuse et ornée de drapeaux et de médailles qui symbolisent les sacrifices et les victoires des militaires présents, semble figée dans une atmosphère lourde. Malgré la grandeur du lieu, une tension palpable s'est installée. Les invités, qui se préparaient à célébrer l'événement avec enthousiasme, sont désormais conscients qu'ils ont été témoins de quelque chose de plus grand qu'une simple reconnaissance de service, un acte de courage et de dignité. Les regards se tournent une fois de plus vers Marcus lorsqu'il entre dans la salle. Mais cette fois-ci, l'admiration et le respect sont évidents. L'injustice qu'il a subie a renforcé son aura de leader. Sa force ne réside pas uniquement dans ses actions militaires, mais dans sa capacité à affronter des injustices profondes avec une grâce qui force l'admiration. Il est accueilli par de nombreux officiers, qui lui tendent la main dans un geste maladroit mais sincère, tentant d'effacer la gêne collective. Marcus les salue avec courtoisie, mais ses pensées sont ailleurs. Il sait qu'il est désormais observé non seulement pour ses accomplissements militaires, mais aussi pour sa manière de faire face à une discrimination persistante. Au fond de la salle, une estrade l'attend pour son discours. Les yeux de tous se tournent vers lui, alors qu'il monte les quelques marches qui mènent au podium. La salle devient silencieuse, suspendue à ses lèvres. Avant même qu'il ne prenne la parole, le silence est plus éloquent que n'importe quel mot. Marcus, debout devant l'assemblée, sait que cette cérémonie est désormais bien plus qu'un hommage à son service. Elle est devenue le symbole d'un combat plus vaste, un combat pour l'égalité, pour la justice
et pour la reconnaissance de la dignité humaine. Avant de prendre la parole, Marcus prend un instant pour observer l'assemblée. Chaque regard posé sur lui est chargé d'une attente palpable, un poids presque tangible. Il ressent l'intensité de ses regards, ceux de ses compagnons d'armes, des officiers, des civils, mais aussi ceux, invisibles, de l'histoire qu'il incarne. Le silence qui l'entoure est lourd, empli de respect, mais aussi de questions sans réponse, de doutes qui flottent dans l'air. Il sait que ce qu'il va dire maintenant dépasse le cadre d'une simple reconnaissance. Il touche à quelque chose de plus grand. D'une voix claire et assurée, il commence. Mesdames et messieurs, ce soir, nous rendons hommage à ceux qui ont servi leur pays avec honneur et dévouement. Nous célébrons leur courage, leur sacrifice et leur engagement inébranlable pour défendre la liberté. Il marque une pause, son regard balayant lentement l'auditoire, avant de reprendre. Mais permettez-moi de vous rappeler que le véritable service ne se limite pas au champ de bataille. Le véritable service réside dans la lutte pour ce qui est juste, ici, chez nous, pour nos frères, nos sœurs et nos enfants. Un murmure discret se propage dans la salle. Les paroles de Marcus résonnent plus profondément que celles qu'on entend d'ordinaire lors de telles occasions. Il poursuit, son ton grave, mais empli d'une force tranquille. « Je suis fier d'avoir servi ce pays », dit-il en fixant l'assemblée de son regard déterminé. Mais ce pays doit aussi servir ses citoyens avec justice et équité. Nous ne pouvons pas clamer nos valeurs de liberté et de démocratie sur la scène internationale si, ici, dans nos propres rues, nous laissons des injustices perdurer. Si nous permettons que des hommes et des femmes, ayant sacrifié tout ce qu'ils avaient, soient traités avec suspicion, simplement à cause de la couleur de leur peau. Un silence lourd s'installe dans la salle, un silence qui devient presque palpable. Chaque personne présente, suspendue à ces mots, prend conscience qu'ils assistent à un moment charnière. Ce n'est pas seulement une prise de parole en tant que soldat, mais en tant qu'homme qui fait face à une injustice systémique. Aujourd'hui, j'ai été arrêté, non pas parce que j'ai commis un crime, mais parce que je suis perçu différemment. Parce que, malgré mes accomplissements, il y a des gens dans ce pays qui me voient d'abord comme un homme noir, avant de me voir comme un général, avant de me voir comme un être humain. Il laisse ces mots s'imprégner dans les esprits, avant de continuer, son ton toujours aussi mesuré, mais plus percutant. Cette réalité, mesdames et messieurs, n'est pas une simple anecdote. C'est le quotidien de tant de citoyens de ce pays, de tant de militaires comme moi, qui ont porté l'uniforme avec fierté, mais qui, une fois retournés à la vie civile, se voient confrontés à des préjugés et à une méfiance infondée. Le combat que nous devons mener ne s'arrête pas sur les champs de bataille lointains. Il doit continuer ici, chez nous. Il doit continuer pour la justice, pour la dignité, pour l'égalité des droits de tous, quelle que soit leur origine ou leur apparence. Des murmures de consentement parcourent la salle. Quelques visages se baissent, touchés par la vérité qui vient d'être exposée. D'autres hochent lentement la tête, solidaires dans leurs réflexions. Les mots de Marcus, sans détour, ébranlent les consciences, remettant en question la vision qu'ils avaient du monde autour d'eux. Nous avons fait des progrès, c'est indéniable. Mais si aujourd'hui, un général comme moi peut encore être humilié publiquement, qu'en est-il de ceux qui n'ont pas de grade, de ceux qui ne sont pas invités à ces cérémonies? Que se passe-t-il dans l'ombre, loin des regards? Il est de notre devoir de changer cela. Sa voix, bien que calme, porte la force d'une conviction profonde. Chaque mot qu'il prononce résonne d'une vérité indiscutable. Chaque phrase imprégnée de son vécu et de son engagement. Le véritable service, c'est de protéger tous les citoyens. Pas seulement avec des armes, mais avec des lois justes, des cœurs ouverts et un engagement à démanteler les barrières de la haine et de l'ignorance.
Il jette un dernier regard sur les drapeaux qui décorent la salle, symbole de la liberté et du courage. Nous portons cet uniforme pour défendre des valeurs. Mais ces valeurs doivent être vécues dans chaque rue, dans chaque quartier, dans chaque institution. Ce que j'ai vécu aujourd'hui ne doit plus jamais se reproduire. Et cela ne se fera pas seulement avec des excuses ou des promesses, mais avec des actions concrètes, des réformes et un changement de mentalité. Le silence qui suit est lourd de sens. Ce n'est pas un silence gêné, mais un silence respectueux, un silence qui s'installe lorsque des vérités sont dites sans détour et que tout le monde en prend conscience. Marcus prend une profonde inspiration avant de conclure. Mesdames et messieurs, je me tiens ici non seulement en tant que général, mais en tant qu'homme qui croit en ce pays. Je crois que nous pouvons être meilleurs, que nous devons être meilleurs, mais cela nécessite un engagement de chacun de nous. Ce n'est pas un combat pour les seuls opprimés. C'est un combat pour notre nation. Alors, aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à moi pour la justice, pour l'égalité, pour que notre pays soit à la hauteur de ses idéaux. Lorsque l'écho de ces derniers mots se dissipe, un premier applaudissement timide éclate, suivi rapidement par un déluge d'applaudissements qui emplit la salle. Ce ne sont pas des applaudissements de convenance, mais des marques de reconnaissance, de compréhension et d'admiration. Marcus reste un moment là, absorbant les réactions, mais son visage reste impassible. Il ne sourit pas. Il sait que ce n'est que le début d'un long chemin qu'il est prêt à parcourir, quoi qu'il en coûte. Alors qu'il quitte l'estrade, il sait que son discours a marqué les esprits, qu'il a semé une graine. Reste à savoir si cette graine trouvera un terreau fertile pour croître. À l'extérieur, l'agent Thompson, encore sous le choc de la tournure des événements, se déplace nerveusement, tentant de reprendre ses esprits. L'ampleur de ce qui vient de se passer commence à le rattraper, comme un poids écrasant. Son cœur bat à tout rompre, et la sueur perle sur son front, signe de la panique qui commence à l'envahir. Il aperçoit alors deux officiers supérieurs qui s'approchent, leurs visages fermes, déterminés, marqués par l'autorité. L'un d'eux, le capitaine Jenkins, un homme imposant au regard tranchant, prend la parole le premier. « Agent Thompson », commence-t-il d'une voix glaciale, « vous devez immédiatement remettre votre badge et votre arme. » Thompson ressent un choc encore plus profond, une vague de panique qui monte en lui. Son badge, son arme. Ce n'est pas seulement son uniforme qu'il perd, c'est toute sa carrière. Sa respiration devient irrégulière, son esprit se brouille, et il commence à balbutier des excuses, cherchant désespérément une issue. « Mais je ne savais pas. Ce n'était pas mon intention. Je vous assure, c'était une simple erreur. » Ces mots se perdent dans l'air, étranglés par la réalité de la situation. Le capitaine Jenkins, implacable, croise les bras, l'expression figée, dénuée de toute compassion. « Une erreur, dites-vous » rétorque-t-il, sa voix tranchant l'air comme une lame. « Ce n'était pas une erreur, Thompson. Vous avez manqué à votre devoir en agissant par préjugés. Vous avez pris des décisions basées sur des stéréotypes, sur la couleur de la peau d'un homme, sans même vous donner la peine de réfléchir ou de vérifier les faits. Ce genre de comportement n'a pas sa place parmi nous. » À ses côtés, le lieutenant Sanders, plus âgé, un homme à l'intégrité marquée, acquiesce avec une gravité palpable. « Nous sommes ici pour servir et protéger, Thompson, » ajoute-t-il d'une voix posée mais ferme. « Pas pour juger ou discriminer. Vos actions d'aujourd'hui n'ont pas seulement terni votre propre réputation. Elles ont mis en cause l'intégrité de toute notre institution. » La panique de Thompson s'intensifie. Il tente encore de se justifier, sa voix tremblante, mais ses paroles sonnent vides, incapables de réparer ce qui a été brisé. « Mais je pensais… » Il ressemblait à un suspect. Je faisais juste mon travail. Le capitaine Jenkins le fixe intensément, sans la moindre trace de compréhension, coupant court à sa justification.
Non, Thompson. Vous avez failli à votre mission. Vous avez failli au principe même que vous avez juré de défendre en portant cet uniforme. Vous avez choisi de voir un homme noir comme une menace, au lieu de le voir comme un citoyen. Les paroles du capitaine sont dures, sans équivoque. Thompson, accablé, baisse les yeux, conscient que ses tentatives de défense sont inutiles. Il ressent le poids écrasant de la situation, l'humiliation qui s'abat sur lui, et lentement, il retire son badge de sa poche, ses mains tremblantes, le regard fuyant. Il tend le badge au capitaine Jenkins, l'air abattu. Il sait qu'il ne peut plus rien changer, que sa carrière est terminée. Le capitaine prend le badge sans un mot. Le silence qui suit est lourd, pesant, presque étouffant. Thompson retire également son arme de son étui et, dans un dernier geste de soumission, la remet au lieutenant Sanders. Ce dernier, sans un mot, accepte l'arme d'un signe de tête solennel. Une enquête interne sera ouverte, déclare calmement le lieutenant Sanders. Mais il est clair que votre avenir dans cette unité est gravement compromis. Les yeux de Thompson se ferment un instant, la honte l'envahissant comme une vague déferlante. Il pense à tout ce qu'il perd en un instant. Son badge, son arme, et surtout l'honneur qu'il croyait avoir acquis au fil des années de service. Ce n'est pas seulement la perte d'objets matériels, c'est toute une carrière qui s'effondre, une carrière qu'il a construite avec tant de difficultés. « Allez-vous-en, Thompson », dit le capitaine Jenkins, sa voix tranchant l'air sans pitié. « Nous vous contacterons pour les démarches à suivre. » Sans un mot de plus, Thompson se détourne lentement, son pas lourd, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Il sent les regards des autres officiers, ses collègues, posés sur lui, silencieux et remplis de jugement. Les rumeurs commencent déjà à circuler dans les rangs. Alors qu'il s'éloigne, un dernier regard en arrière le fait se figer. Jenkins et Sanders échangent quelques mots à voix basse. Thompson sait qu'il ne reverra plus jamais ces hommes en uniforme à ses côtés. Il sait au fond de lui que ce moment restera gravé dans sa mémoire, comme le tournant fatidique de sa vie professionnelle, celui où tout a basculé. L'agent Thompson, autrefois confiant et fier de son uniforme, quitte les lieux sans badge, sans armes, et surtout sans avenir dans cette institution qu'il avait un jour respectée.